Est-ce que cette fois vous êtes prête à mourir? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre écriture qui dit que finalement, aujourd'hui, vous êtes prête à vivre pleinement et sereinement et que finalement, le jour où ce sera votre heure, cette fois-ci, vous êtes prête? Sublime question dans laquelle je vous reconnais totalement. J'ai envie de vous dire oui. Mais quelque chose me dit que même si, en toute bonne foi, je me sens prête à mourir maintenant, quelque chose me dit que si, par exemple, ça devait se produire juste maintenant, j'éprouverais un sentiment de frustration abominable. Donc, peut-être pas tout à fait, presque. Ça, on le reconnaît bien dans votre écriture, qui a une forme d'optimisme. Ça, on n'en a jamais douté, mais cette fois-ci un peu plus encore, puisque vous parlez, comme rarement, on a parlé de l'anorexie finalement. Tout votre livre parle de cette forme de renaissance. Finalement, vous dites que voler, c'est écrire. Mais voler, c'est pas sortir de l'anorexie aussi? Bien sûr, je sais que certaines personnes qui peut-être n'ont pas lu le livre ou l'ont simplement, pour le coup, survolé, ont cru que ce que je proposais, c'était justement de parvenir à voler par l'anorexie. Mais absolument pas. L'illusion serait de croire que l'anorexie est une tentative d'envol, parce que forcément, on maigrit tellement, on devient tellement léger, qu'il semblerait en effet qu'on puisse très facilement s'envoler. C'est exactement le contraire. J'ai vécu l'anorexie, et je pense que toute personne qui vit l'anorexie le vit aussi comme ça, comme un aplatissement. Devenir anorexique, ce n'est pas uniquement devenir malade physiquement, c'est une maladie de l'âme. C'est être cloué au plancher. C'est avoir le sentiment que justement qu'on n'a plus la force de rien. Guérir de l'anorexie, ce qui dans mon cas a pris beaucoup de temps, et je crois que ça prend toujours beaucoup de temps, ça a été justement réapprendre non seulement à souder l'âme et le corps, mais à retrouver cette fabuleuse énergie qui peut un jour éventuellement aboutir à un envol. Je pense que le principal but de ma vie, c'était de m'envoler. Mais s'envoler, ce n'est pas du tout une aventure spirituelle, c'est une aventure physique. Pour s'envoler, il faut d'abord une dose d'énergie absolument formidable. Ce n'est pas pour rien que les oiseaux mangent tous les jours 3 fois leur poids. Il faut un carburant de dingue pour voler. Donc, en effet, je pense que guérir de l'anorexie, ça a été apprendre à m'envoler. Parce qu'il est question de ça dans votre livre, et tout au long de votre livre. Il est question de l'effort. Il est question de la force qu'il faut tous les matins. Et cette comparaison que vous faites avec les oiseaux que vous adorez, oui, elle est bien là, non? Elle est dans le fait que tous les jours, il y a beaucoup de références. D'abord, les oiseaux, vous dites qu'ils chantent même quand ça va mal. Et on revient à l'anorexie, à la force qu'il vous faut pour écrire. Vous dites qu'il leur faut de l'énergie tous les matins pour recommencer à voler et qu'ils doivent le faire tous les jours. Et vous écrivez tous les matins. Il y a plusieurs références. Votre livre, c'est ça. C'est cette lutte. C'est exactement ça. À tout point de vue, la référence à l'oiseau fonctionne, y compris pour le champagne. Je veux dire, mettez un oiseau en présence de champagne, vous allez voir ce qui se passera. On a l'impression que pour un oiseau, c'est facile de voler. C'est juste une impression. C'est comme les gens qui me disent « Oh, ça, on a l'impression que pour vous, écrire est facile. » C'est totalement faux. Chaque matin, la dernière pensée qui me frappe avant de commencer à écrire, c'est « C'est beaucoup trop difficile pour moi, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. » Et puis, il n'y a qu'une seule méthode, c'est « Je dois me jeter dans le vide. » Exactement comme un oiseau qui prend son envol. Et à chaque fois, je suis physiquement et mentalement persuadée que je ne vais pas y arriver et que je vais m'écrouler. Et puis, je ne me suis pas encore écroulée jusqu'ici. Donc, peu à peu, je trouve les techniques qui me permettent de ne pas m'effondrer. Mais pour les oiseaux, c'est pareil. Vous savez que les oiseaux sont sujets au vertige. C'est une chose qu'on ne sait pas beaucoup au sujet des oiseaux. Les oiseaux sont très sujets au vertige. Quand les oiseaux apprennent à voler chaque année, il y a tellement d'oisillons qui doivent apprendre à voler, mais chaque année, c'est un carnage. Tant d'oiseaux échouent, n'y arrivent pas. Alors, bien sûr, au terme d'un certain apprentissage, ça va mieux. Mais l'appréhension reste toujours, pour un oiseau, voler est toujours un très grand enjeu. Et c'est pareil pour moi. Et en cela, vous vous rapprochez de vos lecteurs aussi, puisque finalement, il y a beaucoup de pages dans lesquelles vous expliquez à vos lecteurs qu'écrire, c'est du talent, mais c'est beaucoup d'efforts. Oui. Il est question du désir. C'est pour ça que l'oiseau est la meilleure métaphore. Quand on sait que l'oiseau, il y a 300 000 ans, était un dinosaure, enfin, les probabilités que cet oiseau, que ce dinosaure
s'envole était de moins 250, hein, franchement. La seule chose qui a pu amener ce dinosaure à évoluer au point d'un jour s'envoler, c'est un désir phénoménal. Il fallait vraiment le vouloir. Je prétends que pour moi, c'était la même chose. Je ne crois pas au don d'écrire. Très sincèrement, je pense que ça n'existe pas. En tout cas, une chose dont je suis absolument sûre, c'est que moi, je n'avais pas le don d'écrire. Et que si maintenant, éventuellement, parfois, mon écriture ressemble à quelque chose, c'est parce que j'ai eu tellement le désir d'y arriver et parce que je l'ai tellement pratiqué. Je suis quand même en train d'écrire mon 108e manuscrit. Donc, il n'existe pas de jour où je ne commence par 4 heures d'écriture, sans parler de l'écriture qui me lie à mes lecteurs. Je vois ici beaucoup de mes correspondants qui savent que même si parfois il y a des silences un peu plus longs, je ne perds jamais tout à fait le fil. Et cette tribu, elle a beaucoup d'importance pour vous. Et on le voit bien dans ce livre, parce qu'en réalité, là, vous vous adressez aussi à cette tribu. Bien sûr. J'ai été pendant tant d'années un être prodigieusement seul. Maintenant, grâce à vous, je ne suis plus un être seul, mais je n'ai pas oublié ce que c'était que cette très longue traversée du désert. Et je crois que si mes lecteurs me sont fidèles, c'est aussi parce que beaucoup se reconnaissent en moi. Je pense que nous sommes nombreux à être seuls et nombreux à éprouver la même gratitude les uns envers les autres de maintenir le fil. Oui, parce que vous dites aussi finalement, ce principe d'avoir à recommencer tous les jours, c'est une faveur. Il faut le prendre comme ça. Je ne vous cache pas que beaucoup de matins, quand je me réveille à mon heure indue, de 4 heures du matin au plus tard, souvent plus tôt, je maudis mon destin. Je maudis mon destin parce que ce n'est pas mon heure naturelle, parce que souvent, allez savoir pourquoi j'ai la gueule de bois, enfin bref, pour beaucoup de motifs, me réveiller à cette heure-là est absolument intolérable. Puis jamais je ne me donne la permission même de discuter la consigne. Donc je me lève, je prépare aussitôt mon demi-litre de thé trop fort que j'avale d'un trait, et aussitôt je m'y mets. Et là, je me dis, mais c'est horrible, pourquoi est-ce que je m'impose une violence pareille? En plus, je ne vais pas y arriver, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Bon, non seulement je ne discute pas la consigne, mais en plus, je m'applique à me rappeler que c'est un privilège. C'est un extraordinaire privilège finalement d'avoir le droit de s'astreindre à une telle discipline. Vous savez, il y a beaucoup de pays où c'est même pas permis. C'est vrai que c'est dur, mais dans mon cas, ça m'a permis de vous rencontrer tous. Donc, encore heureux que c'est dur, encore heureux qu'il y ait un risque. Ce serait un comble qu'un privilège aussi grand ne s'accompagne pas d'un effort phénoménal. Il me faut vivre, vous méritez. J'y travaille chaque jour. Vous écrivez dans le livre que vous avez toujours été finalement entre deux vies, celle de votre corps, dont il est beaucoup question, puisque, comme vous le dites, c'est un effort physique. Et d'ailleurs, le livre commence par un conte que vous relatez, qui est un conte qui dit que finalement, à chaque fois, c'est une souffrance d'écrire. Vous perdez un peu, d'ailleurs, vous êtes en hypothermie. Enfin, voilà, il est beaucoup question du corps, et vous dites que vous êtes entre deux vies, celle de votre corps et celle de votre âme. Dans ce livre-là, et ça revient à ma première question, vous rejoignez ces deux vies, vous êtes prête aujourd'hui, finalement, à vivre sereinement dans cet équilibre? Oui, c'est une vie difficile, mais je suis de plus en plus sûre que je l'ai vraiment choisie et que j'ai grand plaisir à la vivre. Je dois me le rappeler tous les jours, c'est terrible. Quand on comprend une grande chose, il faut quand même se la rappeler tous les jours. Le plus grand risque serait de l'oublier, de se dire « Oh, ça y est, la routine, Non, ça serait l'erreur fondamentale. C'est aussi pour ça que c'est bien que ce soit si difficile tous les jours. C'est impossible que ce soit une routine, parce que c'est trop difficile tous les jours pour que ça en soit une. Alors, il y a 3 éléments dans ce livre qui reviennent, qui sont récurrents et qui sont vraiment ce que vous êtes, Amélie Nothomb, et tel qu'on vous connaît. Vous êtes humble, vous êtes optimiste. Oui, c'est vrai. Et vous êtes, quoi qu'il arrive, finalement, joyeuse. Oui. D'abord, je pense que c'est un tempérament. Là, en ce moment, on est en train de vivre un tel état du monde. Enfin, c'est tellement abominable tout ce qui se passe, surtout maintenant, que c'est un devoir d'être joyeux.
nous ne sommes pas dans la région du monde où toutes ces atrocités ont lieu. Elles ne nous concernent pas directement. Nous pouvons sortir de chez nous sans danger. Je peux aller vous rencontrer aujourd'hui à Bordeaux. Nous sommes libres. Nous ne risquons pas à tout instant de recevoir une bombe sur la tête. Eh bien, c'est un devoir d'être joyeux. C'est vraiment la moindre des choses. En hommage à tous ceux qui, justement, n'ont pas cette vie-là, c'est la moindre des choses d'être joyeux. Je vois des gens qui disent non, voilà, par solidarité, il faut qu'on tire la gueule à fond ici. Je suis pas sûre que ça aide beaucoup les gens qui vivent toutes ces horreurs de tirer la gueule ici. Je pense qu'il est plus décent de mesurer notre privilège de ne pas vivre toutes ces horreurs et d'en tirer toute la joie possible. Et dans votre écriture, finalement, est-ce que vous dites là, c'est une part d'enfance que vous avez préservée? Quand vous parlez de l'anorexie, vous dites oui. Une petite lueur qui brûle sans combustible. Oui. C'est comme ça que je l'ai vécu, en effet, cette anorexie. En gros, pour dire les choses simplement, 2 années entières sans aucune nourriture. Donc, il y avait vraiment plus de carburant. Ça a l'air d'une impossibilité aux yeux de la science, mais je suis très loin d'être la seule à avoir vécu en de telles conditions. Oui, c'est possible, et personne ne peut expliquer ça, mais ça s'est maintenu quand même. La vie est quand même restée. Bon, je pense que j'ai hérité aussi de mes parents. Mes parents étaient tous les deux atteints d'un grave excès de positivité, dont j'ai partiellement hérité. Bon, rien comparé à eux. Mes parents, beaucoup de pages de ce livre se passent dans une léproserie au Bangladesh où mes parents nous faisaient passer tous les week-ends quand j'avais de 11 à 13 ans. Mes parents trouvaient ça formidable. On était avec les lépreux, c'était fantastique et tout. Ma sœur et moi, nous étions juste épouvantés. Mais mes parents vivaient ça dans une espèce de joie formidable. Ça vous dit bien de qui je suis la fille. Cette part d'enfance que vous avez su préserver, elle est aussi d'une grande lucidité, quoi qu'il arrive. D'où vous viennent, vous dites cette joie, elle me vient de la famille, ok. Mais l'humilité, l'optimisme, cette part d'enfance un peu préservée, malgré votre histoire, qui fait que vous revenez au Japon parce que vous y puisez de l'enfance, qui vous donnera de la force. Tout ça, ça vous vient d'où? Du Japon? C'est quelque chose de très japonais. Je me suis aperçue que l'humilité était une chose très mal comprise chez nous. Quand je suggère, par exemple, à de très nombreux jeunes écrivains ou pas jeunes écrivains qui veulent devenir publiés et qui s'adressent à moi pour savoir comment faire, je leur donne divers conseils, mais parmi les conseils que je donne l'humilité. Parce que c'est un passeport formidable qui vous rend beaucoup plus fort et aussi parce que c'est juste. Et le nombre de fois que ce conseil, qui me paraît le dernier des lieux communs, offusque ici en Europe, et qu'on me dit « Ah non, pas l'humilité, parce que voilà, déjà, je me sens rien du tout, alors si en plus je dois être humble... » Pour moi, alors là, ça veut dire que les gens ici ne comprennent pas ce que c'est que l'humilité. L'humilité, ça ne consiste pas à se sentir rien du tout. Ça consiste à savoir qu'on a énormément à apprendre. Et ça, c'est juste la vérité, évidemment, qu'on a énormément à apprendre. Et ça reste vrai, quel que soit le stade qu'on croit avoir atteint. Je dois dire que c'est encore plus mon stade maintenant qu'à mes débuts, parce que plus j'écris, plus je découvre la part d'indicible qui frappe tout langage. Donc, je navigue plus que jamais dans des mers inconnues. Mais la mort aussi n'est pas entendue dans notre société aujourd'hui. C'est comme pareil. vous la présentez. C'est pareil pour la mort. La mort est chez nous source de toutes sortes de tabous et de toutes sortes de malentendus. S'il est question de la mort, on est forcément dans le tragique, dans l'horreur. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que perdre un être cher ne soit pas une expérience très dure. Perdre son père, perdre sa mère, c'est la première tragédie qui nous frappe tous. Et évidemment, c'est très difficile. Mais je trouve qu'en Europe, on complique encore la tâche par le tabou qui consiste à ne même pas pouvoir en parler, à ne même pas pouvoir anticiper. On complique les choses. Bien sûr qu'il y a des cas tragiques et singulièrement dans l'actualité. Mais parfois, la mort, ça se passe très bien. Parfois, il y a des gens qui meurent au bon moment, dans les meilleures conditions. Quand mon père est mort, ça a été pour moi une tragédie, comme tout le monde. Perdre son père, c'est très dur. Mais j'ai senti assez vite que ça se passait très bien pour lui.
Et aujourd'hui, je peux le dire, 3 ans plus tard, mon père a parfaitement réussi sa mort. La chose la plus singulière dans le décès de mon père, c'est que c'est comme si mon père avait attendu d'être mort pour enfin me parler. Nous avions une très belle relation, mon père et moi, mais une relation faite de silence. Mon père était un être taciturne qui avait beaucoup de mal à dire ses sentiments. Donc, il a vraiment fallu qu'il meure pour qu'il commence à s'ouvrir à moi. Et j'ai découvert qu'il n'était pas trop tard. Une fois qu'il était mort, il s'est mis à me parler énormément. Et je lui ai répondu et ce dialogue s'est maintenu. C'est très tabou chez nous, d'autant plus que, d'après ce que j'ai pu comprendre, et ça, je ne le savais pas, l'Église trouve que c'est très mal. J'ai reçu des avis de l'Église qui me disent, écoutez, bon, soif, ça allait encore, premier sang, pourquoi pas, mais non, là, la psychopompe, non. Parler avec les morts, non. Ça, c'est le malin, c'est Satan qui vous fait croire que vous parlez avec votre père. Bon, moi, j'ai fait comme toujours quand je parle avec des prêtres, je dis merci de me remettre dans le droit chemin. Je ne me rendais pas compte, voilà. Mais j'ai continué à parler avec mon père, bien sûr. Bien sûr. Vous dites votre père, finalement, il s'est autorisé à parler différemment. Oui. Mais dans ce livre, Amélie Nothomb, quelque part, il vous a donné la possibilité ou l'autorisation de parler vous-même à vous-même, d'être vraiment vous-même. Avec lui, oui. Avec vous, là, vous parlez de vous comme vous n'avez jamais parlé. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est aussi que depuis que mon père est mort, j'ai incorporé une grande partie de mon père. Vous savez, dans Proust, dans La recherche du temps perdu, quand la grand-mère meurt, bien sûr, le narrateur est mortifié, il adorait sa grand-mère, mais il observe sa mère, donc la fille de la grand-mère en question. Et il observe le changement chez sa mère. Il observe que dès l'instant où la grand-mère meurt, la mère incorpore une énorme partie de la grand-mère. Je pense que j'ai vécu la même chose avec mon père. Depuis que mon père est mort, je sens que j'ai incorporé une grande partie de lui. J'ai toujours beaucoup ressemblé à mon père, mais depuis qu'il est mort, il est beaucoup plus présent en moi. Donc il a fallu que je fasse un petit peu de place en moi pour qu'il soit plus présent, pas complètement, hein, il s'agissait bien de rester moi-même. Mais forcément, ça me donne une autre façon d'être. Donc peut-être que quand vous me voyez aujourd'hui, vous voyez peut-être un peu plus Patrick Nothomb et pas uniquement Amélie Nothomb. En tout cas, il en est beaucoup question dans ce livre. Il y a encore beaucoup de pages sur votre père. Oui. Vous êtes encore tout à fait connecté avec lui, ça on l'a bien compris, oui. Mais il est présent aussi dans votre écriture et il le reste pour l'instant. Il y a beaucoup de symbolique dans votre écriture, plus que jamais encore. Là, on est entre le matin, la nuit, le jour, la mort, la vie, voler, écrire, se lancer. Vous aimez les œufs, vous racontez, donc vous parlez beaucoup de naissance, vous revenez sur votre naissance à vous. J'ai envie de dire la première naissance. Oui. On a l'impression là que quelque part, vous savez, des cultures dans lesquelles on dit qu'on a cette vie. On a l'impression que là, c'est une nouvelle vie. Oui, je pense que c'est une nouvelle vie. Il s'est passé tellement de choses, il nous est arrivé tellement de choses. Bon, il y a eu le confinement aussi. Ça a été comme une très longue retraite, comme une prise de conscience de combien j'ai besoin des autres et de combien c'est merveilleux de vous voir aujourd'hui. Ça aussi, bon, je l'ai toujours su, hein. Mais auparavant, je parvenais à m'illusionner en me disant quand même, il va encore falloir aller à Bordeaux rencontrer tous ces gens. Maintenant, je dis, maintenant, c'est tout à fait clair dans ma tête. C'est chouette, je vais à Bordeaux rencontrer tous ces gens parce que je sais ce que c'est que d'être privé de vous et je mesure mieux le bonheur que c'est. Écrire ce livre a été plus difficile que les autres. Ça a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Et il y a beaucoup de choses entre les lignes. Hein. Il y a beaucoup de choses entre les lignes. En même temps, je voulais que ce soit un de mes livres comme tous mes livres, c'est-à-dire pas une espèce d'énorme monstre. Quand il est question d'un dinosaure qui devient un oiseau, j'allais pas écrire justement un dinosaure pour en parler. Donc c'est comme tous mes livres, un livre de petite proportion, mais dans lequel, en effet, il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc j'ai eu l'impression de faire un important travail de réduction pour pouvoir y mettre tout ça. Est-ce que là, vous vous aimez maintenant? Ouf. C'est difficile. Je sais que c'est la voie que je dois suivre. Ça reste difficile. La vie est faite de moments. Ce que je sais, et c'est déjà énorme, c'est que en ce moment même, je ne laisserai ma place à personne d'autre.
Et la patience dans l'histoire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris ou c'est quelque chose que vous avez toujours eu? Je pense que c'est une chose que j'ai apprise, la patience. À la base, j'étais comme tout le monde, parfaitement impatiente, incapable d'attendre. Heureusement, le Japon est passé par là et beaucoup de choses sont passées par là. Déjà, l'anorexie proprement dite, a duré 2 ans. La sortie de l'anorexie a duré 8 ans. Quand on découvre que ça met tellement de temps à réparer tout ce qu'on a pu casser en soi, forcément, on est un petit peu patient. On devient un petit peu patient. Écrire est une terrible école de la patience. Là aussi, je suis assez frappée par je reçois énormément de manuscrits tous les jours ou énormément de lettres tous les jours de jeunes gens ou de pas jeunes gens qui veulent être publiés, qui disent voilà, j'ai écrit un manuscrit, comment faire pour être publié? Loin de moi l'idée de critiquer le désir d'être publié, que je serais singulièrement mal placée pour le faire, mais à chaque fois j'essaie de dire aux gens, mais est-ce que vous êtes conscient que c'est une quête qui prend très longtemps, la quête ne serait-ce que d'arriver à écrire un manuscrit dont vous soyez totalement fier, en toute lucidité, c'est une chose qui va prendre beaucoup de temps. J'ai commencé à écrire à 17 ans. J'ai publié mon premier livre quand j'en avais 25. C'est normal qu'il faille un minimum de 8 ans pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Mais c'est la moindre des choses. C'est très difficile d'écrire. Donc oui, chez moi, la patience est acquise, mais je pense en effet l'avoir acquise complètement. Sauf quand je suis face à une bouteille de champagne. Là, je n'ai aucune patience. Et pourtant, dans ce livre-là, on a la sensation que celui-ci, plus encore que les autres, vous l'avez écrit d'une traite, presque comme une urgence. Comme une urgence, en effet. Et pourtant, je ne l'avais absolument pas prémédité. Là, c'est encore un livre que je dois à mes lecteurs, puisqu'il est né d'une boutade. J'avais écrit Soif. Soif, c'était le projet de ma vie. Écrire le Christ en croix. Et puis, mon père est mort juste après avoir lu Soif. Et là, j'ai écrit Premier sang, le livre du père. Et là, il s'est trouvé pas mal de mes lecteurs pour me dire, tiens, vous avez écrit le Fils, vous avez écrit le Père, il manque plus que le Saint-Esprit. Et bien sûr, c'était un gag, mais très vite, je me suis dit, mais au fond, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et j'ai commencé à réfléchir au Saint-Esprit et je me suis aperçue que c'était le psychopompe. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est le psychopompe? C'est très intéressant. Et c'est ainsi que je me suis aperçue, pendant ce processus d'écriture, de cette chose peut-être un petit peu prétentieuse, c'est à savoir que le psychopompe, finalement, c'était moi. Mais au fond, cette histoire de Saint-Esprit, Lacan dirait Esprit Saint, c'est la quête de la liberté. C'est la quête de la liberté par la santé. Lacan l'aurait probablement entendu par Saint, S-A-I-N, et il a raison, j'ai assez fait l'épreuve de l'expérience de la maladie pour savoir qu'il n'y a aucune liberté dans la maladie. Et que c'est bien en retrouvant la santé quand justement on est enfin libre et on peut enfin s'envoler. Mais écrire tous les matins, c'est tenter de rejoindre un espace dans lequel vous seriez dégagé de quoi? Quand je parviens à atteindre l'écriture à laquelle j'aspire, je n'y parviens pas tous les jours, mais quand je parviens à atteindre cette écriture-là, alors c'est une délivrance extraordinaire. Il n'y a plus de pesanteur, il n'y a plus de contrainte, et il n'y a plus non plus... Plus grave encore que la pesanteur et la contrainte, cette fermeture qui me gèle. J'ai peut-être l'air de quelqu'un d'un peu ouvert comme ça. Chaque matin, j'ai l'impression que je dois me dynamiter le cœur pour ouvrir quelque chose. Plus exactement, me dégeler le cœur. J'ai l'impression que chaque matin, je me réveille en proie à la glace. Et comme le dit très bien Kafka, la littérature sert à faire fondre la glace qui est en nous. C'est exactement ça. Je dois tous les matins me dégager de la glace, me provoquer la débâcle. Et ça ne se fait pas sans quelques violences. Donc c'est vrai que l'écriture commence par un acte de violence et aboutit, les jours où je l'atteins, à une extraordinaire délivrance. Finalement, ce livre, c'est une communication que vous avez enfin réellement commencé entre justement votre corps et votre esprit. Je n'y avais pas pensé en ces termes, mais vous avez tout à fait raison. C'est un dialogue entre mon corps et mon esprit, et enfin, ça fonctionne. Merci. Le mari demanda à son épouse de lui confectionner à nouveau ce prodige. Elle s'isola dans l'atelier pendant 1 semaine, et puis, pâle et amaigrie, fournit une étoffe aussi somptueuse que la précédente. Le marchand,
la vendit le double de la première fois et s'en mordit les doigts. S'il avait décuplé le prix, il l'aurait vendu aussi vite. Il pria son épouse de lui fabriquer encore sa spécialité. Elle ne refusait jamais, bien qu'à l'évidence, sa santé en pâtit de plus en plus. Le mari s'en apercevait, mais il ne pouvait résister à l'appât du gain. Les gens se pressaient désormais en sa boutique, tout le monde voulait le tissu unique en son genre. Bientôt, la jeune épouse ne quitta plus l'atelier. Nuit et jour, elle s'efforçait de suivre les cadences infernales exigées par son mari. Celui-ci voyait bien qu'elle maigrissait à l'excès. La femme perdit sa jeunesse et sa beauté. Sa peau devint verdâtre, ses cheveux se ternirent, son regard s'éteignit. L'époux s'en inquiétait sans que cela le rendît capable de réagir. Il s'innocentait en minimisant la demande. Après quelques mois, l'épouse tomba malade. Elle n'en travailla pas moins. Le marchand l'entendait tousser. Sa conscience le torturait. Si j'entrais dans son atelier, je pourrais peut-être l'aider, pensa-t-il. S'il avait vu clair en lui, il aurait su qu'il voulait découvrir ses secrets de fabrication avant son décès imminent. N'y tenant plus, il fit irruption dans l'atelier secret et ce qu'il vit le cloua au sol. Une superbe grue blanche arrachait à l'aide de son bec ses plumes et son duvet, qui se raréfiaient tragiquement et les glissait dans le métier à tisser. Elle en souffrait tant qu'elle poussait des gémissements dont elle déguisait le son en une toux humaine. Lorsqu'elle aperçut son voyeur de mari, la grue cria de terreur et s'envola aussitôt par la porte ouverte. Le mari, désespéré, eut pour ultime réconfort de voir que, malgré sa santé chancelante, la femme oiseau put voler jusqu'aux montagnes. Il s'empara du pan d'étoffe inachevé et constata avec satisfaction qu'elle était invendable. Pourquoi lui avait-il fallu en arriver à de telles extrémités pour se rendre compte que certaines choses étaient sans prix? Il plaça le tissu précieux dans son tokonoma et se maudit pour sa vulgarité. Nishi-Osan me racontait ce conte traditionnel nippon quand j'avais 4 ans. Sa cruauté provoquait en moi une épouvante voluptueuse. Le contraste entre la veulerie du marchand et la noblesse sacrificielle de l'épouse me ravissait. Je ne me posais pas la question de savoir s'il y avait une morale dans cette histoire, mais inconsciemment, ce que j'y entendais, c'était que l'oiseau révélait à l'homme sa bassesse. J'aurais adoré voir des grues. Hélas, même au Japon, c'était l'oiseau rare. J'eus le tort de ne pas m'intéresser aux passereaux du jardin que je trouvais communs. À l'âge de 5 ans, je fus arrachée au Japon. Mon père fut posté à Pékin, ce qui en 1972 n'avait pas de quoi le réjouir. Je me rappelle mon premier réveil en Chine populaire. C'était l'été et j'avais beau tendre l'oreille, quelque chose manquait. Il me fut difficile d'identifier la nature de cette carence. Il s'agissait du chant des oiseaux. Certes, le ghetto de Sanlitun était en pleine ville et ne contenait guère d'arbres. Pourtant, on a vu des oiseaux s'accommoder de telles conditions. On a vu des oiseaux s'accommoder de tout. Mais Mao avait lancé l'une de ces grandes opérations qui consistait à rendre l'oiseau responsable des famines et autres nuisances. Chaque Chinois devait massacrer les oiseaux qui étaient à sa portée, et même les autres. Cette action fut un succès d'autant plus considérable que celui qui brandissait devant le commissaire du peuple le plus de dépouilles aviaires recevait louanges et faveurs.